Salut tout le monde! Contente de vous revoir cette semaine avec une toute petite histoire. C'est vraiment pas une histoire qui va être longue, mais j'avais vraiment envie de vous la raconter quand même. Fait que c'est ça. Puis vous allez sûrement vous demander, mais voyons donc, est-ce que c'est vraiment arrivé? Oui, c'est vraiment arrivé, je vous le confirme. C'est une histoire vraie. Et je vous envoie tout de suite vers la vidéo, mais avant, si c'est votre première vidéo avec moi, je m'appelle Marie, je raconte des histoires de crimes réels, donc du true crime. Pour les faire connaître, ces histoires-là qui souvent sont dans l'ombre, puis je trouve ça important que ces personnes-là ne soient pas nécessairement mortes dans l'oubli. Si vous aimez ce genre d'histoire-là, ben vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi activer la petite cloche parce que je partage une histoire par semaine. D'ailleurs, vu que mon histoire va être super courte ce fois-ci, ça se pourrait que j'en sorte une autre plus rapidement que... Donc, ça en ferait peut-être 2 par semaine pour cette semaine. Donc, je vous envoie vers la vidéo tout de suite, gang! Gregory Biggs avait 37 ans. C'est un homme qui vivait dans des foyers de sans-abri. Il était aux prises avec plusieurs maladies mentales, notamment la schizophrénie, la bipolarité. Donc, c'était quelque chose qui l'empêchait un petit peu d'être fonctionnel complètement. Grégory, il était un bon travaillant. Il avait travaillé toute sa vie. Il avait été maçon. Il avait même eu une femme et un enfant de qui il était très, très proche. Qu'est-ce qui l'a mené un peu à la rue? C'est lorsqu'il a rencontré une femme dont il est tombé amoureux. Puis il avait tellement le cœur sur la main, Grégory, qu'elle avait besoin d'argent souvent, puis il lui prêtait de l'argent. Il avait une bonté d'âme, puis il était généreux, mais le problème étant que il n'a pas pu faire les paiements sur son camion, ce qui l'a amené à perdre son travail, vu qu'il était maçon à son compte, il avait besoin de sa camionnette. Puis c'est ça, il a perdu son camion, puis en perdant son camion, il a perdu son travail, puis il a perdu sa maison. Bref, une suite d'événements super malheureux pour Grégory qui s'est retrouvé à la rue. Par contre, Grégory était un homme super positif, toujours souriant, il était focusé vers l'avenir, puis il avait un gros espoir de s'en sortir, puis de refaire sa vie, de se remettre sur ses pieds. C'est le 27 octobre 2001 que le corps d'un homme est découvert sur le banc d'un parc au parc Cobb à Fort Worth, au Texas. Le Cobb Park, c'est un immense parc avec des jeux d'amusement pour enfants, mais aussi des sentiers, plusieurs champs, des arbres, il y a de la forêt. Bref, c'est un gros parc, peut-être plus petit que le Central Park, là, mais c'est vraiment pas comme les petits parcs de quartier qu'on retrouve juste comme une petite piscine puis quelques jeux d'enfants. C'est vraiment un grand parc. Mais c'est pas un parc qui est recommandé à la tombée de la nuit. Hein. Donc, les policiers étaient souvent appelés à aller là pour des délits de drogue, de la prostitution, toutes sortes de trucs. Donc, c'est sûr que quand la police a été appelée ce soir-là, ils n'étaient pas vraiment étonnés. C'est quand ils sont arrivés sur place, parce qu'ils n'étaient pas aux abords du parc, ils étaient quand même loin dans le parc. Les policiers ont été obligés de suivre les témoins qui avaient trouvé le corps. C'est quand ils ont trouvé son corps, puis qu'ils ont remarqué ses blessures, puis ils ont cherché des traces d'entrée par balle, ce qui était la normale dans ce parc-là, dans le sens qu'il y a eu un mauvais deal de drogue, puis boum, tu sais, en tout cas, tu comprends? Mais là, il n'y avait rien de ça. La personne était visiblement décédée, hein, il n'y avait aucun doute là-dessus, mais il y avait le bras droit brisé, là, ça paraissait, là, tu sais, quand il est tout croche. Il y avait la jambe droite vraiment brisée aussi de la même manière. Puis la jambe gauche, elle ne tenait que par un fil, elle était partiellement amputée. Écoutez, il était vraiment magané, là. Pour vrai, là, il était plein d'échymoses puis plein de coupures un peu partout. Puis dans le parc, il y avait des traces dans la pelouse qui se rendaient jusqu'au banc de parc et juste
qu'au cadavre. Fait que les policiers, en voyant les types des blessures, que ça correspondait pas du tout à un crime comme par balle ou une bataille, là, comme je veux dire, tu te bats pas, t'arraches pas une jambe quand tu te bats, là, tu sais. Je pense pas que ça arrive. Puis en plus, il y avait pas énormément de sang sur les lieux. Et, je veux dire, t'as pas une jambe à moitié amputée sans perdre un peu de sang, là. Donc, puis en voyant les traces d'un véhicule qui a vraiment roulé dans la pelouse, ils ont tout de suite conclu que cette personne-là n'était pas morte à cet endroit-là. Dans le fond, il est mort ailleurs puis il a été transporté là. Évidemment, après les vérifications, vous allez bien vous en attendre, c'était Gregory Biggs. Les policiers ont beau questionner les gens dans le parc, ils ont beau faire le tour, regarder les caméras de surveillance qui pointaient pas là, évidemment. Personne ne savait qu'est-ce qui avait pu arriver à Gregory. Il n'était pas connu non plus pour des problèmes de drogue ni des problèmes avec les gens. Sérieusement, c'est aussitôt l'enquête est tombée à un point mort. Par contre, en 2002, environ quelques mois après la découverte du corps dans le parc, la police reçoit l'appel d'une femme. La jeune femme s'appelle Miranda Daniel, puis elle va leur dire « Je sais qu'est-ce qui est arrivé au gars dans le parc. » Parce que ça avait été assez médiatisé, puis ça s'appelait « Men in the Park Cub ». L'histoire racontée par la jeune femme, elle était tellement incroyable et folle que les policiers se sont vraiment demandé si c'était pas un coup, une blague, bref, un prank, là. Mais c'est lorsqu'ils se sont déplacés puis qu'ils se sont rendus à l'adresse donnée par Miranda qu'ils ont réalisé que c'était tout à fait vrai. Dans la soirée du 25 octobre 2001, soit environ 36 heures avant la découverte de Gregory Biggs dans le parc, Shanti Malhar, une jeune femme de 25 ans, qui, elle est infirmière auxiliaire, ça dit un peu aide infirmière partout, j'imagine que c'est l'équivalent d'une infirmière auxiliaire ici au Canada. Elle avait passé une soirée en boîte avec des amis, à boire de l'alcool, à fumer du cannabis, mais aussi à prendre de l'ecstasy. Elle était de retour en voiture après sa folle soirée. Puis honnêtement, elle n'aurait pas dû conduire, puis elle aurait dû accepter l'offre de l'ami avec qui elle était en boîte de nuit qui a dit « Tu devrais pas prendre ta voiture, tu devrais coucher chez nous. » Mais Shanti, elle a dit « Non, je suis correct. Je vais m'en aller à la maison avec ma voiture. » Là, vous me voyez venir un peu, hein? Bref, c'est au retour à la maison qu'elle va frapper Gregory qui, lui, marchait au bas-côté de la route. Mais c'est pas terminé, hein? Elle va pas que le frapper. Gregory va passer au travers du pare-brise de la voiture, qui est une Chevrolet Cavalier. Mais Gregory, il va rester pris, là. Shanti, elle va le laisser pris, là. OK? Shanti va le laisser pris dans le pare-brise, puis il va continuer à rouler pendant 1 mille. 1 mille, OK? Avec Gregory pris dans le pare-brise, qui se vide de son sang sur le banc du passager à côté d'elle. Puis à quelques reprises, elle va quand même prendre le temps de s'excuser. C'est tout de même une femme polie, hein? En arrivant à la maison, elle va tout de suite rentrer dans le garage avec sa voiture. Elle va sortir de la voiture. Elle va regarder Gregory une autre fois, puis elle va lui dire « Je suis vraiment désolée. » Elle va fermer la lumière du garage, puis elle va aller dans sa maison. Gregory va rester pris dans le pare-brise de la voiture pendant un long moment. Il va même essayer par lui-même de sortir. Des traces de ses empreintes digitales vont être trouvées dans la porte, un peu partout où est-ce qu'il a essayé de s'accrocher pour essayer de sortir d'un bord ou de l'autre. Mais aussitôt qu'il faisait un mouvement, la vitre, la tôle, tout, il rentrait dans... C'est épouvantable. C'est épouvantable. Il a dû souffrir, cet homme-là, pris dans le pare-brise. Mais rassurez-vous, Shanti, elle sortait une fois de temps en temps dans le garage, venir s'informer si l'homme était mort, tu sais, puis s'excuser quelquefois. Comme je vous dis, c'était une femme polie. C'est lorsque Gregory Biggs va décéder que Shanti, elle va appeler son ex-petit copain, Cleet Jackson, pour venir l'aider. Cleet avait des antécédents criminels, donc il était en probation au moment où est-ce que Shanti l'a appelé pour le démerder dans sa connerie, si on veut. Fait qu'il s'est choqué, il a dit ça n'a pas de bon sens, mais bref, lui, il a juste appelé son cousin, il dirait, viens m'aider, là. Donc, Herbert Tyrone Cleveland va se présenter aussi sur place avec Cleet. Ils vont sortir le corps de Gregory du pare-brise, finalement. Ils vont l'enrouler dans un tapis, ils vont le mettre dans leur voiture à eux, ils vont aller le porter dans le parc, puis ils vont carrément le jeter comme une vidange sur le banc du parc. Ensuite, ils vont revenir à la maison, ils vont essayer de
cacher les preuves, brûler un peu les bancs de voiture de Shanti. Mais c'est évident que Grégory s'est vidé de son sang. Il y a du sang par terre dans le garage. Les bancs d'auto sont derrière dans la cour, qui sont comme à moitié brûlés. Puis tu sais, Shanti, elle a recommencé sa vie comme si de rien n'était, là. Je pense 2 jours après, elle est allée en boîte, puis wouhou, le party était pris. Puis savez-vous comment qu'elle s'est fait prendre? Elle a raconté son exploit dans un bar, 4 mois plus tard, précisément à Miranda Daniel, qui, elle, a fait « What the fuck? » Puis quand elle l'a raconté à Miranda, elle l'a dit en riant « Ha ha ha, c'est moi qui ai frappé ce connard de blanc. » Donc, c'est ça. Fait que Miranda, elle a tout de suite appelé les policiers. Puis c'est là que Shanti a été arrêtée. Le procès de Shanti a commencé le 23 juin 2003. Puis il y a plusieurs experts, coroners, médecins qui sont venus témoigner que si Grégory aurait eu un infime soin, il s'en serait sorti, là. Elle, en plus, elle était infirmière. Elle aurait pu lui donner des soins. Elle aurait pu arrêter, téléphoner, arrêter. Écoute, qui pense que c'est mieux d'avoir une accusation pour meurtre que d'avoir une balloune puis de perdre ton permis parce que t'as chauffé en boisson? Ben, Shanti, elle a pensé de même. Sauf que Shanti, elle a eu une peine exemplaire. Elle a été accusée de meurtre, condamnée à 50 ans de prison. Puis c'est gros, là, mais je suis bien d'accord. Cleet et Herbert Tyrone, eux, ils ont été condamnés à 10 ans de prison pour avoir été complices, pour avoir falsifié des preuves. Shanti, 50 ans. Le pire dans tout ça, c'est que le fils de Grégory, bien évidemment qu'il a eu énormément de peine, mais il a finalement pardonné à Shanti, la femme qui a tué son père. Je peux pas vraiment lui en vouloir. Probablement que c'est mieux aussi de pas vivre dans la haine et dans la colère pour le restant de ses jours. C'était ça mon histoire d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, ben vous pouvez abuser du petit pouce, hein, ça me fait toujours plaisir. Puis commentez en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire-là. Est-ce que vous auriez été capable de pardonner à la personne qui a fait subir ça à votre père? Donc, je vous attends juste en bas du vidéo pour vos commentaires. Puis si vous me connaissez pas, si vous n'étiez pas abonné, ben let's go, abonnez-vous. J'en publie une par semaine. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!